C'est marrant, tu vois, on m'a jamais posé la question si HEC était un choix passion. J'ai un désir de vie qui est immense. Donc je me suis presque pris au jeu, si tu veux, de la classe prépa, de rentrer à HEC, d'avoir la meilleure école, d'avoir le meilleur stage, le meilleur truc. Parce que moi, je suis passée de... En Suisse, j'habitais à Zurich, j'avais un 100 mètres carrés dans le centre-ville de Zurich, à gagner des salaires indécents pour des jeunes diplômés, parce qu'en plus, la Suisse, c'est fois 2, 3 par rapport à la France. Ah, je suis venue dans mon studio à Paris, dans lequel je suis toujours, tu vois, de 35 mètres carrés, pour entreprendre dans la restauration. Comment est-ce qu'on réinvente cette cuisine de légumes pour en faire quelque chose qui sera plus attirant que de la viande. Mon ambition est véritablement de changer les food systems ou comment est-ce qu'on mange pour pouvoir avoir un impact sur le monde de demain. Quand t'entends légumes, c'est beaucoup moins déjà sympathique. C'est peut-être un truc que tu vas te faire à la maison ou manger le lundi midi quand t'as passé un week-end à faire des excès. Alice, dis-moi, la petite Alice, quand tu pensais à réussir, ça signifiait quoi pour toi ? C'était quoi tes modèles de réussite ? Oh, on commence direct. Ouais. J'ai toujours eu des rêves de grandeur. Je savais pas où ça allait se fixer, mais c'était quand même des choses... Il fallait vivre quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas, être agent double, être la première femme présidente. J'adore. Et puis j'ai commencé très tôt la danse classique, donc devenir danseuse étoile. J'avais mes grandes idoles, de Sylvie Guilhem à Aurélie Dupont quand j'étais petite aussi. Ouais, t'avais déjà ce truc avec la danse classique de la discipline ? Complètement. Ouais. Je crois que je suis née disciplinée. Ouais. T'es née dans le sang, Ça arrivait avec ça dans le sang. Ça arrivait comme ça, c'était mon karma de mes vies précédentes. Je ne sais pas ce que je faisais, si j'étais militaire ou au couvent. Mais en tout cas, dans cette incarnation, dans cette vie, je suis restée avec une très forte discipline. Et je m'en suis un petit peu départie à un moment donné, parce que quand j'ai arrêté la danse classique, je me suis dit justement, non mais soyons libres. Et puis, je trouve que l'époque environnante n'est pas beaucoup à la discipline. T'es quand même vu comme un gros réac si t'es sur la discipline. Ouais. Donc, mais j'y suis revenue parce qu'en fait, j'adore ça et j'ai compris que c'est ce qui me permettait d'être bien, tout simplement. Ouais, d'avoir ce cadre peut-être. Ouais, j'ai besoin d'un cadre. Comme je suis un peu faux-folle à côté, j'ai besoin de tracer un carré et dans lequel je peux sauter ensuite à l'intérieur. Sinon, si je saute partout, n'importe où, on va me retrouver quelque part dans les étoiles, mais plus trop sur Terre. Ouais. Tu dirais que c'est une manière aussi de répondre à une exigence que tu as envers toi-même ? Ouais. Je suis exigeante envers moi-même, évidemment envers les autres aussi, mais avant tout envers moi-même et beaucoup plus envers moi-même. Cette vie, j'ai envie d'en faire le maximum. Et j'aime trop la vie, vraiment. J'adore être en vie, j'adore la vie. Et pour l'honorer, je sais que je fonctionne au mieux quand j'ai ma discipline. Tu vois, j'arrive, je suis de super bonne humeur parce que j'ai eu ma discipline du matin et chaque jour, ça se reproduit. Et je me dis, mais c'est quand même génial. En fait, je me sens beaucoup mieux quand j'ai eu mon cadre. C'est hyper intéressant. Comment ça a commencé chez toi, le rapport à la nourriture, tu vois, même enfant, la cuisine ça représentait quoi dans ta famille, tes valeurs, tes traditions, même ton appétence ou pas pour ce milieu ? Ah non, mais c'était le centre de la vie et le centre des discussions. Donc la cuisine, il n'y avait à peu près que ça. Je suis moitié vietnamienne. Donc du côté de mon père, c'est une famille d'immigrés vietnamiens. Moi, je parle pas du tout vietnamien. Donc c'est vrai déjà de ce côté-là de la famille, en fait, mon lien avec ce qui est la moitié de mon sang, ça se faisait vraiment au travers de la nourriture. Les plats vietnamiens. Ma grand-mère, en arrivant en France, a ouvert un restaurant qui s'appelait l'Auberge du Bonheur à Garches. Tu sais, le restaurant asiatique avec 40 pages de menu et les numéros au début, mais avec beaucoup de choses cuisinées maison tout de même, je tiens à le préciser. Et donc c'était central parce que c'était le lien, c'était l'amour, c'était le lien à mes origines. Je l'aurais formulé comme ça à l'époque. Tu vois, c'est quelque chose que je vais savoir lire aujourd'hui et décoder. C'était pas du tout le cas avant. Mais c'était, très important. Et puis de l'autre côté, même à la maison, dans le quotidien, et donc avec mon autre moitié de famille, ou tout simplement avec mes frères et mes parents, le moment de table était très important. J'étais dans une famille très animée, où on pouvait beaucoup s'engueuler, il y avait beaucoup de bruit. Et le moment du repas, c'était une parenthèse enchantée. Donc j'ai toujours, si tu veux, assimilé la nourriture à quelque chose de très positif, de très pacificateur, de très fédérateur. Quelque chose de bon et qui est vraiment très lié à l'amour. Ouais, une forme de langage de l'amour universel aussi. Tout à fait. Peu importe la culture, la langue, l'origine. Je trouve que quand on a des parents, des grands-parents immigrés, moi tu vois c'est arménien, mais il y a quand même ce truc-là de transmission qui reste malgré tout, malgré le fait que peut-être on est un peu moins liés aujourd'hui, que les générations actuelles sont plus autocentrées sur ce qui se passe dans leur vie, dans leur quotidien, etc. En fait, quand tu te retrouves en famille, c'est le lien qui te rappelle aussi un peu d'où tu viens quand même. Ah, bien sûr, et puis c'est ce que tu peux emmener dans tes bagages. Ouais. Je pense que c'est le cas aussi de tes grands-parents. C'est des personnes qui ont abandonné absolument toute leur vie, leurs habitudes, leur maison, leur entourage. C'est un déchirement atroce. La cuisine, c'est bien quelque chose que tu peux aller faire ailleurs. Et je pense que c'est pas aussi un hasard pourquoi aussi tant d'immigrés vont aller ouvrir des
petits commerces de nourriture ou des restaurants, certes, il y a une certaine facilité parce que même si tu parles pas la langue, par exemple, c'est quelque chose que tu peux faire, mais c'est aussi parce que la nourriture touche intrinsèquement à ton identité et c'est peut-être presque la seule chose qui te reste quand tu es déraciné. Complètement. Et je trouve que quand tu voyages dans ces pays, moi j'ai eu la chance d'aller en Arménie, je sais pas si toi c'est le cas pour le Vietnam, mais c'est aussi quand on t'accueille un sentiment de... comme si t'étais chez toi aussi par justement ce moment de nourriture, de partage, de reconnaître des saveurs que toi t'as connues ailleurs mais qui viennent finalement d'ici. Enfin, tu vois, c'est vraiment le lien. Je suis complètement d'accord avec toi et comme je te disais, moi je ne parle pas la langue. Alors partager le repas, c'est déjà partager un moment d'humanité avec des personnes avec lesquelles tu ne peux pas communiquer autrement. Ouais. Si on revient un petit peu toi sur ton parcours, tu as étudié HEC et Sciences Po. Est-ce que c'était un choix passion? Est-ce que c'était pragmatisme? Est-ce que c'était par pragmatisme? Est-ce que c'était par stratégie? Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans ces études? C'est marrant, tu vois, on m'a jamais posé la question si HEC était un choix passion. Je comprends comme ça, on les associe pas forcément. Tu sais, on va te le dire pour la cuisine, pour la danse, pour des métiers artistiques. Alors, beaucoup de choses sont rentrées en ligne de compte, je pense comme dans la vie en général, mais venant justement d'une famille d'immigrés où en fait ça avait été très compliqué la vie, arrivée en HLM, en France, beaucoup dans des petites pièces. Il y avait une très grande volonté dans ma famille d'excellence et de réussite, vraiment par la méritocratie républicaine et s'intégrer complètement au système. Ce qui passait par les grandes écoles, par avoir un très bon métier, par avoir un job stable, c'est-à-dire donc des revenus stables et ne pas avoir à connaître ce qu'ils ont connu et des années de galère. Donc c'est vrai, j'ai grandi dans cet environnement-là et bien sûr, on est le fruit de ses parents, on est le fruit des névroses aussi de ses parents et de leurs propres angoisses et de leurs insécurités. Donc j'ai grandi avec ça, mais malgré tout, ça m'a plu. C'est jamais quelque chose que j'ai fait à reculons, tu vois, d'aller en classe prépa. C'était, je pense, encore dans mon état d'esprit de la grande discipline et de la quête d'excellence. J'avais trouvé un moyen de le fixer là-dessus. Peut-être ça aurait pu être carrément autre chose, hein. Parce que moi, je crois que j'aurais pu faire beaucoup de métiers, mais les exercer vraiment avec justement ce feu, ce désir. Je te parlais d'amour de la vie, j'ai un désir de vie qui est immense et je suis très désirante. Et quand je fais quelque chose, j'ai envie vraiment d'aller le faire à fond. Donc je me suis presque pris au jeu, si tu veux, de la classe prépa, de rentrer à HEC, d'avoir la meilleure école, d'avoir le meilleur stage, le meilleur truc. Et c'était moins, si tu veux, ces écoles-là que ce que ça pouvait représenter d'engagement, de désir, de jusque-boutisme. Et puis évidemment, ça a fait très plaisir. Notamment à mon père, le jour où j'ai eu HEC, je pense que c'était un des plus beaux jours de sa vie. Hein. Oui, j'imagine qu'il projette forcément sur ses enfants et sur une forme de sécurité. C'est-à-dire, pour eux, je pense que c'est une forme de sécurité et du coup de sérénité qui est associée au fait de, comme tu le dis, de ne pas reproduire la peur, le doute, l'insécurité, qui est la vie d'une personne qui n'est pas dans son pays, qui connaît la précarité. Oui, je pense que, tu vois, tu dis je suis née avec au niveau de la discipline, de l'exigence, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un truc qui se passe, limite même génétique, quoi. En fait, de se dire, on doit échapper à tout ce qui a pu être, à un moment donné, source de peur et de souffrance, et donc ça passe aussi par sécuriser à travers les institutions que sont, tu vois, ces écoles aussi. Mais je pense que toi comme moi, on sait bien que c'est pas ça qui retire les peurs, les insécurités non. ou la difficulté de vivre, c'est vraiment pas ça. Non. Mais je pense que... c'est des croyances qui sont un peu tenaces, quoi, parce que c'est une forme de case. C'est très rassurant quand on peut se mettre dans une case et se dire ok, c'est bon, et ça veut pas dire qu'on poursuit là-dedans et on aura l'occasion d'en parler, mais j'imagine, même pour toi, ce que ça t'a permis peut-être à ce moment-là de t'autoriser différemment. C'est-à-dire quand ça c'est sécurisé quelque part, peut-être que tu peux te dire ok, maintenant quoi qu'il arrive, j'ai le filet de sécurité et peut-être que je m'autorise à partir dans tous les sens qui étaient jusqu'alors peut-être un peu trop marginaux, tu vois, par rapport chemin classique, justement. Est-ce que tu as eu des premiers jobs dans des trucs assez classiques, tu vois, assez sécurisants? Est-ce que tu t'es tout de suite dirigé vers quelque chose d'un peu conventionnel, genre CDI? Voilà, comment ça s'est passé après? Mes premiers petits jobs, bon, le premier, évidemment, j'ai fait du babysitting, mais sinon, j'ai toujours bossé en restauration, tu vois, comme quoi il y a un appel en soi, c'était par hasard. Parce que moi, j'ai bossé pendant toutes mes études. Dès que je suis sortie du lycée, j'ai voulu travailler en même temps que mes études et c'était quelque chose de très important pour moi. Et j'ai bossé beaucoup en restauration, à la fois en cuisine, en salle, à la fois dans des
chaînes de fast-food qu'on connaît bien ou des restos beaucoup plus prestigieux. Et c'était le seul endroit où je pouvais me l'autoriser parce que j'allais gagner de l'argent, donc c'était quand même bien. Et puis, mais c'était un job à côté. C'était pas mon chemin principal, donc j'avais le droit. Et après, le premier travail moi, que j'ai fait en étant diplômée, c'était du marketing digital dans une grosse corporation en Suisse, à Bâle. Donc vraiment, j'avais suivi quelque chose de plus classique par rapport à mes études. Et comme ça, j'ai connu la vie d'open space pour ne plus la connaître après. Oui, de salles, deux ambiances, c'est le cas de le dire. Est-ce que justement, il y avait un truc à l'intérieur de toi qui déjà à ce moment-là, une petite voix qui te disait que c'est un chemin qui te suffirait pas et qui te permettrait pas d'avoir un épanouissement total? Mais il n'y a pas une voix, il y en avait 40. Une chorale. Il y a une chorale, mais tu sais, une chorale un peu dissonante où ça chante faux et ça part dans tous les sens. Donc oui, j'ai toujours eu... je pense qu'on est tous pétris de contradictions et on a beaucoup de choses en soi. Et moi, j'ai toujours eu ce côté à la fois jeune fille sage, à remplir les codes, bien élevée, à aller rechercher l'excellence. En même temps, un côté extrêmement rebelle et d'aller péter les barreaux de la case ou du cadre dont on se parlait. Donc dans ma tête, bien sûr, je me disais, je vais aller faire quelque chose d'autre. Ouais. Enfin, tu vois, même quand j'étais à HEC, le fait de bosser à côté... En restauration, c'était ma petite rébellion. J'ai toujours eu à côté, il y a un désir d'originalité, sûrement, il y a de l'ego aussi là-dedans, tu vois, pour dire non, je suis différente des autres. Mais il y avait aussi cette petite voix et cet appel à quelque chose que la vie serait autre que ce qui avait été dicté ou en tout cas plus ou moins sous-tendu dans le parcours scolaire et de début de vie professionnelle que j'ai eu. Ouais, cette destinée un peu trop lisse qui te correspondait pas forcément. C'est ça. Et tu le dis même dans ta personnalité, en fait, ça s'est inscrit depuis toujours, cette folie et peut-être ce côté même artistique, tu vois, la danse, ça a pris quand même pas mal de place dans ta vie. Et à un moment donné, tu as décidé d'écouter cette voix et de quitter quand même le confort du salariat, la sécurité qu'on nous vend, qu'on nous survend. Comment t'as... Je sais pas si on la survend, c'est bien aussi, tu vois. Parce que moi, je suis passée en Suisse, j'habitais à Zurich, j'avais un 100 mètres carrés dans le centre-ville de Zurich, à gagner des salaires indécents pour des jeunes diplômés, parce qu'en plus, la Suisse, c'est fois 2, 3 par rapport à la France. Je suis venue dans mon studio à Paris, dans lequel je suis toujours, tu vois, de 35 mètres carrés, pour entreprendre dans la restauration. Et en effet, en fait, ça n'a pas de prix. Et on parlait tout à l'heure de la sécurité que peuvent te donner ces études, ces jobs-là. C'est pas ça, en fait. La sécurité, c'est quand t'es bien l'intérieur. Exactement, et je pense qu'il y a des gens qui sont pas faits pour entreprendre et c'est totalement ok, tu vois. Et c'est tellement. super d'être bien dans sa boîte et dans son poste. Et moi, je vends pas non plus le dream de l'entrepreneuriat parce que toi-même, tu sais que c'est aussi beaucoup de doutes et d'insécurité. Par c'est ailleurs, un choix personnel en fait. Ça ne correspond pas à tout le monde. Et je trouve aussi que l'époque actuelle, on dit beaucoup. Il faut s'exprimer, on est beaucoup dans aussi l'individualisme, mais au sens de, tu vois, pas le contraire de l'altruisme, mais dans le sens où la clé du bonheur, c'est de s'exprimer soi, c'est de réaliser son truc, c'est l'entrepreneuriat, c'est d'être dans cette forme je trouverais même d'inflation, tu vois, du soi. Je ne crois pas que ce soit bon non plus. On a presque poussé le curseur de l'autre côté. Ouais. En fait, il y avait tellement de carcans des communautés, de l'entreprise, de tout ce qu'il pouvait y avoir autour, qu'on est passé de l'autre côté à dire non, mais chacun doit être dans une expression de soi, poussée jusqu'au bout et ça soit dans l'entrepreneuriat. Comme pour tout, et ça peut paraître ennuyeux, mais la vie est un entre-deux. Bien sûr. Une multitude de couleurs et c'est un grand tableau où il y a plein de coups de pinceau et on les a à l'intérieur de soi, mais aussi dans la société. Et heureusement qu'on a tous envie aussi de faire des choses différentes. Oui, je pense que tu as totalement raison. Il y a une question de nuance. Et je pense que c'est aussi peut-être la réponse à un ras-le-bol de certaines conditions de travail, de la non prise en compte de la santé mentale à l'intérieur des différentes de boîtes, groupes, de cette course au toujours plus que nous pousse notre société, quand même très basée sur le capitalisme. Donc, tu restes dans un système qui, à un moment donné, peut te soumettre à quelque chose qui ne te convient pas toujours. Et donc, on a vendu la solution de l'entrepreneuriat comme la solution à ce mal-être et cet inconfort. Je pense que c'est intéressant et je crois qu'il y a de plus en plus d'initiatives en ce sens, de montrer qu'il y a aussi de l'intérieur, dans le cadre du salariat et des entreprises, des initiatives à prendre. Et j'imagine que toi, tu y réfléchis au quotidien pour tes équipes, pour assurer un environnement de travail qui est épanouissant, confortable et qui surtout ne représente pas toute la vie d'une personne. Parce que je crois que c'est ce qui a beaucoup changé par rapport aux générations précédentes, c'est qu'on a replacé le travail, on a repositionné le travail. On n'est plus dans cette vision de la carrière dans une seule et même boîte pendant 40 ans de ta vie. Tu vois, j'ai l'impression que ça change beaucoup. Et tant mieux, parce qu'il y a eu... c'est le résultat aussi de, je pense, beaucoup de mal-être qui a été exprimé à un moment donné par le monde du salariat.
Je suis d'accord avec toi que la solution n'est pas forcément d'entreprendre. Ça peut aussi être, en tant que chef d'entreprise, se poser la question et se dire comment est-ce qu'on peut rendre les choses le plus confortable possible pour nos équipes, tu vois. Tout à fait, et ça c'est une obsession quotidienne. Mais pour revenir à ce que tu disais, ce qui est extrêmement intéressant, ça vient, comme tu le dis, d'un ras-le-bol. Et autrefois, la carrière, c'était toute ta vie. Tu te définissais uniquement sous ce prisme-là. Mais tu vois, aujourd'hui, ce que je vois aussi peut-être comme biais, c'est qu'on attend quand même du travail qu'il te donne énormément de sens. Et que le sens principal de ta vie vienne du travail. Complètement. Et donc, on a aussi remis une forme de névrose là-dessus. Et même si tu restes 1 an ou 2 ans dans une boîte, parce qu'aujourd'hui, les chemins de carrière font que tu restes beaucoup moins longtemps aussi dans une entreprise, l'entreprise étant censée quand même t'apporter du sens, une élévation, etc., etc. Et là, encore une fois, peut-être on perd un petit peu le sens de la mesure. Mais malgré tout, c'est très important qu'il y en ait. Je ne suis pas du tout à dire, non, mais attendez, le boulot, c'est pas du tout là pour avoir ça. Mais en tout cas, d'être dans une forme de mesure et savoir que le sens, en effet, dans la vie, tu l'as par ton travail, tu l'as par ton famille, tu l'as surtout par rapport à ton rapport à toi-même, je crois. Ouais. Tes hobbies, ce qui te fait du bien, c'est Exactement. clair. Au départ, tu as monté un projet qui s'appelait Plan D. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'était quoi le projet au départ ? C'était quoi son ambition ? Comment tu as commencé avec ce premier bébé ? Bien sûr. Et Plan D, ce bébé existe toujours. Ça devient un petit enfant de 4 ans. Tu sais, je fais souvent le parallèle entre un enfant et l'entreprise. Et ça permet de relativiser parce que parfois, tu attends tellement de toi-même ou tellement des résultats de ton entreprise. Et puis tu réalises, non mais attends, c'est comme un enfant de 2 ans, de 4 ans ou de 10 ans. Projet, c'est normal que tu sois en plein questionnement, en plein cheminement, que tu te perdes sur des chemins, qu'en fait, se perdre sur un chemin, c'est déjà un chemin en soi. Enfin, que à la jeunesse. Et donc, moi, je quitte mon job dans une grande entreprise, je reviens à Paris et je bosse dans différents restaurants parce que là, vraiment, j'ai l'idée de mon restaurant. Sachant que j'étais, moi, devenue, mais vraiment, j'aime pas les étiquettes et aujourd'hui, je me définirais non plus pas comme telle, mais disons que j'ai un 15% vegan il y a 10 ans. Et je trouvais ça test qu'on ne puisse pas à la fois bien manger de végétaux. Parce que moi, encore une fois, tu vois, de la même manière que la vie au travail, ce sont des choix très, très personnels. Les choix d'alimentation sont complètement intimes. Et moi, je ne dirai jamais à quelqu'un comment il doit manger, que ça, c'est bien, que ça, c'est mal. Moi, ça, c'est mon rapport à l'alimentation. Mais simplement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quand même il y a une urgence climatique et que on a tous intérêt à manger plus de végétaux, pas devenir vegan ou végétarien, tu vois, c'est pas du tout ce que je prône, c'est un mode de vie extrême, mais c'est en tout cas qu'on en mange plus et je trouvais ça triste qu'on puisse pas se dire on va aller en manger plus tout en se faisant du bien par le plaisir des sens, par être dans un bel endroit, enfin, pas avoir un rapport ascétique à cette nourriture-là. Donc, forte de toutes ces idées, je me dis je vais ouvrir un restaurant, je pars la fleur au fusil en me disant je vais ouvrir un grand restaurant de 80, 100 places assises dans le centre de Paris. Patatras, il y a le Covid, 2020. Revu à la baisse, disons, parce que c'est pas très facile en fait de financer un projet à cette période-là, ce qui est normal avec les banques, ils ne savent pas quand les restaurants vont réouvrir, dans quelles conditions. Moi, en plus, je suis une femme, c'est mon premier restaurant. Il y a beaucoup des pas en ma faveur, je dirais. Et donc, je me retrouve à ouvrir ce que j'appelle souvent le plus petit restaurant de Paris, 19 mètres carrés, plan D. Vous avez vu le clin d'œil au plan B, mais le D de dément, puisque le groupe de restaurants s'appelle Dément Collective. Donc ce plan D voit le jour en juin 2021. Et c'est un sandwich shop, enfin on y vend des sandwichs chauds, travaillés, avec l'idée de faire vraiment un plat cuisiné entre 2 tranches de pain, à côté du canal Saint-Martin. Et c'est un restaurant qu'on a toujours, et il y a l'équipe presque, ils sont là depuis longtemps, pas tout à fait du départ, mais pas loin. Et ça c'est super, parce que tu vois aussi, je te parlais, moi ça m'a fait du bien aussi d'ouvrir un petit restaurant de 19 mètres carrés où vraiment appris tout à la base là-dessus de la gestion du salarié, du management, du rapport au client et qu'en fait t'as pas toujours tout de suite. Je t'ai dit je voulais ouvrir un grand restaurant et j'ai ouvert un beaucoup plus petit restaurant et je suis trop heureuse. Enfin tu vois je dis toujours c'était devenu mon plan A parce que j'adore. Et c'était étape quoi. Ça a été la première étape en tout cas. Et au moment où en quel état d'esprit tu étais dans une forme d'aboutissement déjà ou tu as vraiment visualisé ça comme la première marche de ton projet global ? Est-ce que tu avais déjà une vision ? C'était véritablement les deux en même temps parce que moi j'avais la vision de vouloir construire un groupe de restauration et je l'ai toujours aujourd'hui de créer, tu veux, le référence sur la cuisine végétale. Quand on pense légumes, j'ai envie qu'on pense dément. Ce n'est pas encore le cas et j'ai envie de m'étendre à Paris et ensuite d'aller à l'étranger.
Vraiment, je crois que cette cuisine changera le monde et l'approche qu'on peut en avoir, qui est beaucoup plus hédoniste et cuisinée que ce qu'on a mangé jusqu'à présent, je crois véritablement qu'on peut changer les choses. Et donc, c'est une étape, mais je l'ai vraiment vécue et chaque ouverture, je la vis comme ça. Et j'y joue ma vie sur une ouverture. Tu sais, ton énergie, ton envie, le désir tout à l'heure aussi. Et c'est chaque fois un début et une fin, tout en sachant qu'il est encore plus long. Mais tu n'y penses pas en vrai au moment où tu ouvres. Enfin, tu penses qu'à ça. Enfin, très honnêtement. Tu te retrousses les manches et tu as les mains dans le cambouis. Moi, je dis souvent. Dans l'huile, moi. Mais... Oui, tu m'étonnes. Et quand tu as annoncé ce projet autour de toi, c'était quoi les réactions ? Après, je suis dans j'ai des groupes à la fois d'amis assez divers. Donc, tu vois, il y a ceux qui, guillemets, sont déjà sortis du droit chemin, qui disent bienvenue dans l'équipe. Bienvenue dans la team, encore une. Non, mais tu vois, très globalement, ce qu'il y a eu surtout, c'est que moi, j'ai arrêté mon job dans une grosse boîte 2 ans avant que le restaurant ouvre. 2 ans et demi. Et si tu veux, quand tu regardes tes potes ou tes parents, tu les regardes dans les yeux en leur disant ouais, j'ai révolutionné la cuisine, on va faire du légume comme il n'a jamais été vu. Vous allez voir, ça va être absolument dingue. Que viser un énorme appartement, des conditions qui peuvent pas vraiment favorables. Et que 2 ans et demi, 2 ans plus tard, tu n'as même pas encore ouvert ton établissement. Et 2 ans et demi, tu ouvres et tu leur dis ouais, ça fait 19 mètres carrés, mais oui, je sais où on va, ça va bien se passer. Si tu veux, une forme d'incompréhension. Mais ce qui est normal, je pense quelque part, on croit que ce qu'on voit. Et de la même manière, tu sais, c'est difficile parfois pour les personnes de se mettre à la place parce que tant que tu n'as pas vécu la situation, ça te paraît toujours plus facile pour les autres, ou toi, ils vont te regarder, ils vont dire non, mais ok, il n'y a pas de problème là-dessus. T'as beau le dire, toi, que tu vas rencontrer des questionnements, tu as des doutes, tu as des difficultés, tant que les gens ne passent pas, je pense, eux-mêmes ils vont pas se mettre dans tes baskets et ta vie, par exemple, leur paraîtra toujours plus rose que la leur. Et bien sûr, on a des privilèges et il y a tout un tas de choses, mais il y a quand même des difficultés, plus pas forcément ta vision. Mais ce qui est normal, parce que c'est ton chemin à toi, c'est pas celui des autres. Complètement. Et tu soulèves un point qui est hyper important, et pour toutes celles qui nous écoutent, qui, justement, sont extérieures. Tu vois, avant de se lancer. Tout à fait. Et se détacher d'une forme de validation, c'est aussi s'autoriser quelque part à accomplir avant de prouver quoi que ce soit, avant d'obtenir juste l'approbation tu vois, extérieure. Et je crois que c'est la clé quand on commence un projet. Et toi, c'était un projet quand même d'envergure, avec une vision quand même long terme. Et quand tu y es très attaché depuis longtemps, de se laisser justement de cette ou de personnes qui comptent, parce que c'est une pression qui est parfois limitante. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui se sentent pleines d'ambition, pleines de projets, etc., mais qui ont beaucoup de mal à aller contre une forme de réticence, même de personnes qui n'ont jamais entrepris, mais qui représentent pour eux une forme de vérité, ou c'est difficile, je trouve, de se détacher de ça. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais quelque chose qu'on peut se rappeler, c'est que les personnes, s'ils émettent des doutes sur ton projet, s'ils n'y croient pas, ou si simplement une différence, parce que si ça peut être ça, ça peut être pas mal d'indifférence, et les gens, on aimerait trop quand on parle de son projet, mais c'est super, c'est trop bien, qu'ils aient le même engouement que nous. Même s'il y a ça, c'est qu'eux, ça reflète leur vie intérieure, et donc les craintes, c'est les craintes qu'ils auraient, mais parce qu'ils se disent, si je faisais ça à sa place, je tirais ça. Mais en fait, ils sont pas en train de voir. Ils sont en train de parler, c'est le propre miroir de leurs insécurités, de leurs pensées, de leurs doutes, tout ce dont on parle. Et en fait, c'est très important. J'ai appris sans trop regarder sur les côtés. Et là, ce sourd devient du bruit. Mais faire le centre, parce que sinon, en fait, tu trouveras toujours des discours qui seront tu es en train de faire. Complètement. Et décourageants. Et après, tu te comptes ce monde-là. Et ça, c'est très, très important. Et puis sinon, un conseil, moi, je vois ce qui m'a aidé, c'est aussi d'avoir un environnement, pas forcer l'environnement qui était hostile ou en tout cas indifférent ou je ne sais quoi au projet dessus, mais tu t'entoures aussi de personnes, je pense, qui sont de... Toi, tu vois, tu as ta commune parce que justement, il y a une idée d'entraide, il y a une idée de sororité, mais ça peut être aussi avec les hommes, en tout cas, de personnes qui ont une vie intérieure très forte et des croyances fortes et sont désirantes pour elles-mêmes. Ça décuple pour vous-même, parce que quand elles sont en train de parler d'elles, vous parlez à vous-même au travers des autres. Oui, et puis je rejoins avec au sens de dire, ne parlez pas forcément de tous vos projets à tout le monde. Enfin,
rajoute juste justement du bruit, de l'insécurité, des discours contraires, beaucoup de dissonances, de contradictoires. Vous pouvez choisir, est-ce que vous avez envie de parler de tout ça et de personnes qui vous inspirent, qui une plus-value dans la discussion avec eux, parler comme ça le propos et l'étendre, ça peut venir, je trouve, troubler un petit peu la vision, les valeurs, le pourquoi de tout ce qui fait sens pour vous au départ. Et moi, il y a des personnes autour de moi que j'adore profondément. Je vois ma mère, par exemple, qui est quelqu'un qui n'est pas du tout entrepreneuse, qui n'est pas du tout créative, qui est plutôt très pragmatique, très logique et qui a été liée dans l'organisation, la gestion de mes projets une fois qu'ils étaient nés. Mais jamais j'aurais pitché parce que je sais que c'est pas une personnalité qui se projette sur ce type d'idées, d'envie, etc. Et c'est OK, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est malveillante pour vous, mais simplement, à l'heure actuelle, est-ce que ça vous apportera quelque chose de... Tu vois, forcément. Donc, tu peux choisir de qui tu t'entoures dans ces moments-là. Je suis complètement d'accord. Non, mais c'est choisir qui, quel moment, et ne pas aller chercher des choses que pas à cet endroit-là. Et pourtant, tu t'obstines parfois, parce que tu veux convaincre, tu veux prouver que tu as raison, tu veux te dire, non, mais ce que je propose est universel, mais va pas chercher de l'eau dans le désert, mais je crois que c'est la même chose en amour. Enfin, tu vois, on le voit tous, d'aller toquer à des portes où, en fait, l'amour ne sera pas là à cet endroit-là, et c'est la même chose on essaie de se convaincre. C'est ça. On essaie de se convaincre. Est-ce que toi, tu avais un plan B ou c'était un peu sans filet ? Tu t'es dit all in, et puis on voit ce qui se passe. Ah, complètement sans filet. Moi, j'ai arrêté de bosser pendant 2 ans. Tu vois, j'aurais eu, entre guillemets, un trou de car. Et je me suis... j'ai mis tout... Je suis aussi caution personnelle, c'est ce qu'il faut dire aussi dans ces projets d'entrepreneuriat-là. C'est qu'ouvrir des lieux, déjà, ça coûte très cher. Et aujourd'hui, moi, mes investissements par restaurant, c'est entre 2 et 3 millions d'euros. Évidemment qu'ils ne viennent pas de moi, parce que tu lèves de l'argent et tu empruntes. Mais je veux dire, même déjà sur une première affaire qui avait été financée aux alentours de 400 000 euros, encore une fois, mais dedans, il y avait mon apport aussi personnel, de la personnelle. Enfin, s'il n'y avait pas eu de clients, concrètement, mais je perdais énormément d'argent. Et tous les mois, tu dois rembourser ta caution, tes créditeurs, et tu vas vite, très, très, très vite retrouver une vie en entreprise où tu dois gagner beaucoup d'argent pour pouvoir faire face aux dettes que tu auras accumulées. Et en fait, tu sais jamais avant d'avoir ouvert s'il va y avoir des clients. Moi, c'est toujours, tu sais, l'angoisse quand j'ouvre un lieu, je me dis, mais est-ce que vraiment... Tu sais, il y a un truc fou et vertigineux. Il n'y a personne la veille. Pourquoi est-ce que demain, il y aurait quelqu'un qui va rentrer dans ce lieu-là ? Et plan B, mais en même temps, tu vois, là aussi, j'ai envie de le nuancer, le truc. J'étais diplômée d'HEC de Sciences Po. J'ai de la chance, j'habite à Paris. J'ai mon mec. Enfin, aussi, il était dans cette forme de... Il n'y a pas de filet, mais néanmoins... Il faut pas, on n'est pas dans des situations où vraiment je joue la vie et la mort dessus. Bien sûr. Donc, bien sûr, tu vois, sur ce volet-là de ma vie, je n'avais pas de plan B. Mais je suis consciente que je serais retombée sur mes pattes avec pertes et fracas, avec difficultés, avec toute la remise en question et avec une sacrée dose de travail, encore une fois. Oui. Mais ça aurait été possible. Complètement. Non, mais je pense que c'est hyper important que tu le soulignes parce qu'on en parlait dans d'autres épisodes, notamment l'épisode avec Noémie, on parlait de cette méritocratie qui était beaucoup vendue chez pas mal d'entrepreneurs. Alors moi, je l'ai vu surtout chez des entrepreneurs hommes, mais il y a quand même une réalité, c'est que le bagage que tu te construis avant d'entreprendre, en fonction de tes ressources, en fonction de tes possibilités intellectuelles, en fonction de ta validité, en fonction de plein de critères, t'apporte un privilège qui n'est pas négligeable dans le monde de l'entrepreneuriat, tu vois, et qui permet, comme tu dis, par la suite, même si t'as pas de plan B en soi construit, de retomber sur tes pattes, et c'est une chance. Enfin, je veux dire, ça reste un privilège. Et ce que je dis souvent, c'est que t'as des personnes qui, par manque justement de bagages au départ, n'ont pas les mêmes possibilités pour tenter quelque chose de nouveau. Alors ça bouge, j'ai l'impression qu'il y a plein d'initiatives, de fonds européens, etc., qui permettent de propulser aussi ces personnes-là. Mais avoir conscience du privilège qu'on a aussi, pouvoir se poser la question et de se dire « je tente »,
et j'ose, c'est génial et ça fait partie de l'aventure. Mais toi, tu t'es pas arrêté là, tu t'es pas arrêté au premier en te disant mes 19 mètres carrés vont me suffire. Tu voyais plus grand et donc moi, je t'ai connue à partir de ce projet-là d'aimant, enfin, on va dire du faubourg. Qu'est-ce que tu voulais réinventer à ce moment-là parce que c'est deux projets qui sont complètement différents. Qu'est-ce que tu as voulu insuffler de nouveau Ce que tu as complètement comme fil rouge, c'est évidemment le 100% végétal et de se dire comment est-ce qu'on réinvente cette cuisine de légumes pour en faire quelque chose qui sera plus attirant que de la viande. Et de me dire, moi, c'est mon vrai job, tirer des omnis dans mon restaurant et qui se disent, non mais c'était bon et il m'a rien manqué. C'est là où tu vas, parce que mon ambition est véritablement de changer les food systems ou comment est-ce qu'on mange pour pouvoir avoir un impact sur le monde de demain. Parce que je crois que c'est essentiel aujourd'hui. Et donc, ça, c'est resté très, 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 très forte sur tous les projets. Mais en effet, le restaurant que tu as connu, où tu t'es attablé, qui s'appelle Faubourg d'Aimant, la deuxième ouverture a eu lieu à peu près 2 ans après le petit restaurant de 19 mètres carrés. Et celui-ci, il y a eu plus de place. C'était presque le projet, tu sais, que j'envisageais initialement avec 90 couverts, en banlieue centrale. Et c'est réinventer cette cuisine de bistrot en version 2025 végétale, en prenant... J'aime pas du tout, moi, les oppositions. Donc, vraiment, en prenant ce qu'il y a du meilleur, tu vois, du savoir-faire. On a de la chance, dans notre pays, en France, d'avoir un savoir-faire culinaire qui est absolument incroyable. Comment est-ce qu'on utilise ça ? Et on va le mettre au service d'une cuisine à thématique qu'on a aujourd'hui sur l'environnement, sur l'éthique, sur la santé. Et donc, voilà, réinventer ce bistrot avec des bons vins, des bons cocktails et des plats canailles, des plats en sauce et sur un registre 100% végétal. Oui, t'es pas du tout allé dans le cliché de ce qu'on peut avoir comme image du restaurant végétal, vegan, végé, une direction artistique. Et je crois que c'est un peu comme ça que tu te définis, artistique d'Aimant Collective. Comment ça s'est passé le processus de décision, de création, de ton idée à la réalisation, puisque toi, tu n'as pas de formation, arrête-moi si je me trompe, en tant que cuisinière, que chef. Voilà. Comment est-ce que tu t'es entourée pour passer de ton idée à la réalité ? J'avais compris que la cuisine, c'était au centre du projet, parce que si tu fais le statement en disant ça va être meilleur que de la viande, il faut délivrer de l'autre côté. Et moi, je suis vraiment cuisinière autodidacte. Comme je te dis, j'ai grandi en fait dans la restauration. Tous mes jobs, ça a été en restauration. Enfin, mes petits jobs. J'aime pas le mot petit, c'est pour ça que je l'avais retiré. Ou aussi, tu vois, avant d'ouvrir mes propres établissements, j'ai fait tous les postes en brigade pour vraiment, vraiment, vraiment me parfaire, même si c'est la seule chose où j'ai pas un diplôme, mais je pense que j'avais voulu tellement cocher de cases avant avec les diplômes et les études que là il était temps que je me sente légitime sans ça, et ça m'a fait du bien, tu vois, bien aussi sûr. De me dire non, je suis capable de sans donc de l'importance de la cuisine, mais aussi de la globalité de l'approche sur le projet, parce que vraiment quelque chose, et c'est pas je te dis je vais te faire la meilleure pizza, je vais faire le meilleur saucisse purée. Dans ton imaginaire, bon, enfin moi aussi j'entends pizza, j'entends ça va être bon. Quand t'entends légumes, c'est beaucoup moins déjà sympathique. C'est peut-être un truc que tu vas te faire à la maison ou manger le lundi midi quand t'as passé un week-end à faire des excès, mais c'est pas associé au plaisir. Et c'est là où la direction créative globale est pour moi extrêmement importante sur le projet, c'est que pour porter cette vision-là du moment, c'est une expérience globale et c'est aussi une pédagogie globale à avoir pour changer les nouveaux modèles et associer ou des choses pas sexy, au contraire quelque chose qui donne envie. Pour la faire simple, il y a eu, comme je te disais, il y avait l'importance de la cuisine. J'ai fait peut-être de R&D dur dans ma cuisine et après tout, mais avant que j'ouvre déjà pour comment est-ce qu'on va pouvoir faire une émulsion, comment est-ce qu'on fait une sauce qui va être liée, comment est-ce qu'on crée la texture, du goût, enfin tout ce qu'il doit y avoir pour moi dans le bon répertoire culinaire. Et très vite conscience qu'il fallait il faut être bon en com, il faut que le lieu soit beau. Évidemment, l'accueil, extra fort, parce que si ça, c'est un truc qui m'agace. On parle beaucoup de cuisine dans les restaurants, mais en fait, il ne faut pas oublier, c'est avant tout un métier de service, d'accueil. Et en fait, aussi, ce qui fait revenir les gens dans un restaurant, c'est comment ils ont été accueillis. Bien sûr. La vie, c'est des émotions. C'est comment est-ce que tu te sens à un endroit. Et bien quand un repas que tu trouvais bon, mais que le service, si tu avais été, je sais pas, de la nonchalance, peu d'intérêt porte-client, tu ne vivrais pas du tout le même moment. Non. Et donc ça, c'est clé. C'est pour ça que je parle de direction créative, c'est vraiment une globalité
En plus, évidemment aussi avec le sens de la beauté que j'ai envie d'apporter dans les lieux, dans le soin, dans le bar à savon qu'on va aller mettre dans les toilettes où tu peux choisir parmi 12 parfums. C'est une expérience. Une expérience globale qui vient peut-être de la danse aussi, tu vois, déjà, qui était dans vraiment ce sens de la scénographie et du beau dans son ensemble. Il y a un côté esthétique. Moi, je suis très, très, très attachée à l'esthétisme. C'est quelque chose que j'ai mis longtemps à assumer parce que ça peut être rattaché à du superficiel, à la superficialité, tu sais, du beau. En fait, c'est extrêmement important. Et pour la série, enfin, l'ambiance d'un lieu, des pierres, des couleurs, Et quand je suis allée chez Faubourg d'Aimant, je me suis sentie comme si j'entrais dans une pièce de théâtre où tout avait été orchestré et pensé, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de hasard. Et en même temps, ça restait très convivial et chaleureux. Je ne me suis pas uniquement spectatrice. J'avais l'impression d'être complètement intégrée au projet. J'étais 3 omnivores, tu vois, à venir manger. Et la première chose que je me suis dit, c'est c'est vrai, j'aimerais emmener toutes les personnes sceptiques de la cuisine végétale. Et même, je me suis dit, si on me cuisinait comme ça tous les jours, c'est sûr que je ne mangerais que du végétal. Et je pense que ton pari, il est gagné. Parce que vraiment, ça a été le vent qu'on rentre en contact, qu'on se connecte, etc. Mais je crois que tu as réussi à transmettre, en tout cas, quand je regardais autour de moi, c'est des personnes qui ne reprennent le cliché ou l'étiquette qu'on peut associer à quelqu'un, soit de très engagé, soit de très militant, soit de vegan, avec tout ce qu'on associe, qui sont complètement des clichés, on est bien d'accord, mais bon, l'humain aime bien étiqueter, hein, on le sait. Et là, non, bistrot parisien, c'est que c'était pas bon pour un restaurant végétal. C'était un bon restaurant. Tu vois ce que je veux dire ? Tu touches mon cœur. Non, mais ça, c'est terme. C'est-à-dire que tu te dis pas juste « Ah, bah, il y a une personne végé dans notre groupe d'amis, on va aller là-bas parce que ce sera plus simple. » Non. Tu te dis on a envie d'un bon restaurant. Et en plus, on va aller découvrir des nouvelles saveurs, des trucs qu'on n'a pas l'habitude peut-être de cuisiner dans notre quotidien. Et c'est un bon restaurant. Et ça, je trouve que c'est fort. Ça me fait trop plaisir, tu sais. Et là, je sais, on peut pas voir, mais j'ai la chair de poule parce que c'est tellement ce que j'ai voulu insuffler dans les restaurants. Et qu'on soit à des restaurants véganes, mais qu'on soit comparé à des bons restaurants à Paris. Et je pense que c'est là aussi où les patterns, les modèles vont changer. C'est quand on fera aussi bien sur du aussi vertueux. Parce que par exemple, même la mode, si tu veux avoir de la mode qui est éthique, si t'as des vêtements qui sont pas beaux, qui vont pas être sensoriels, qui vont pas être jolis, qui vont pas être bien coupés, mais jamais l'humanité va switcher. Non. Tu vois, c'est la même chose avec la cosméto. Si elle est pas efficace, si elle est pas sensorielle, si t'es pas travaillé, tu vas pas acheter, ou un déo, tu vas pas acheter juste parce qu'on te dit « Ah non, mais c'est bien, c'est éco-responsable ». Il faut qu'on soit au même niveau ou plus si on veut faire bouger les lignes. Oui, j'y crois pas autrement. Complètement, je pense que faire rêver avec l'éthique, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'au même titre que les codes du luxe, les codes je trouve que tu as ce code-là à l'intérieur d'un projet éthique et engagé. Et que l'engagement passe signe forcément de punition, d'austérité, d'absence de plaisir, etc. Et que je suis complètement d'accord avec l'idée que c'est un levier extrêmement important, voire essentiel, pour pouvoir toucher le cœur avant la tête, en fait. C'est tout à fait ça. Moi, je crois beaucoup plus à toucher le cœur, l'estomac, l'âme, avant de toucher le cérébral. Surtout que le restaurant, c'est typiquement le lieu de plaisir. Tu as envie de débrancher ta tête. La vie, franchement, je trouve qu'elle est assez compliquée pour les gens en dehors. La culpabilité, tout ce qu'il y a à faire toute ta journée, ta to-do list. Quand tu vas au restaurant, prenne soin de toi dans un vrai moment de plaisir. Donc si je venais te ramener du discours là-dessus et manger un truc triste en disant « Non, mais c'est vachement bien pour la planète. » Et ta question juste avant aussi était sur les équipes et de qui je me suis entourée. Je trouve que c'est très... Avec aussi cette problématique-là, c'est qu'en fait, moi, dans mes équipes, où là, on est une petite 60aine, il y a une végétarienne dans les équipes et une végétarienne, ou peut-être... tout ça pour te dire qu'en fait, c'est aussi en fédérant et en faisant des équipes qui ont toutes leurs couleurs, toutes leurs envies. Quand je parle de couleurs, de goût, évidemment, dans cette palette, dans ce tableau, dans nos envies, dans notre diversité. C'est là aussi où ça gagne. Je pense que c'est pour ça aussi que la cuisine peut parler aux omnivores, parce que c'est pas un projet qui a été pensé dans un entre-soi. Tu vois, bien sûr, je suis fer de lance et c'est ma cause pour ma vie, mais c'est encore une fois un choix très personnel. Et je me suis entourée de très bons cuisiniers et de grands talents en salle qui, eux, pour faire du bon, pour plaisir, pour prendre soin, avant d'avoir ce grand discours-là. Et je pense que ça se ressent aussi dans l'expérience. Complètement.
Est-ce que tu as eu des critiques, des freins au moment où tu as voulu ce projet Comment ça a été reçu par même le milieu de la cuisine, qui est un milieu quand même assez particulier? Mais tu vois, déjà, il y a toujours une petite flamme assez moqueur parce que tu sais, il y a le côté le gras animal, c'est la vie, le machin. Alors qu'en plus, moi, je suis tellement pas une anti-consommation de viande. Je suis pour un moins de viande, pour un mieux de viande. Enfin, Ouais. et encore une fois, rentrer dans des clichés que si c'est vegan, c'est forcément ça et c'est les uns contre les autres. Alors que moi, le seul espoir que j'ai, c'est justement qu'on puisse se parler les uns les autres. Ouais. Sinon, en fait, ça n'avancera pas et ça restera un entre-soi. Et c'est pareil, sur les questions d'écologie, les questions d'éthique, si en fait, on n'est pas capable de se parler les uns les autres, on va jamais y arriver. Et même, plutôt de la chance, je te dis, il y a toujours une frange de personnes qui ne comprennent pas du tout. Une fois, j'ai eu un critique gastronomique. Il m'a renvoyé, j'avais appelé ce plat-là sur un air de bouillabaisse parce qu'il y avait vraiment l'idée d'un bouillon qu'on travaillait comme un bouillon, enfin, tu sais, la soupe de poisson, mais avec des 5 types d'algues marinées, retravailler la texture, ce côté un peu collagène que tu as sur la soupe de poisson. Enfin, vraiment, la pousser jusqu'au bout. Il pourrait très bien me dire, non, mais ça ne me plaît pas, c'est pas bon. Mais il a dit, mais c'est ridicule, c'est une honte de s'attaquer à des plats comme ça, alors que... Ouais. Le côté conservation. Pas aimer ce que je fais, hein, c'est pas du tout ça. Mais il y a une façon, en fait, de déjà mettre une barrière avant même d'avoir goûté. Je Bien pense sûr. qu'il était déjà agacé de la posture ou Du concept. ou de la tentative. Mais très globalement, j'ai énormément de chance. On a une très bonne réception. On a des restaurants qui sont au guide Michelin, qui sont au guide Fooding, qui ont eu beaucoup de reconnaissance critique du milieu. On a eu un grand prix Time Out. Enfin, on est super, super contents parce que justement, je pense comment à laisser place à de la porosité et avoir de la lumière dans la fêlure et de se parler les uns avec les autres. Ceci étant dit, tu sais que moi, j'ai jamais un restaurant comme vegan. Là, je vais le dire quand on a un échange comme ça. Mais c'est vrai que moi, tu l'as jamais écrit nulle part sur notre site internet, jamais nulle part sur le restaurant, jamais nulle part jamais dans notre disclus, on va le dire. C'est d'une part parce que, comme tu le soulignais tout à l'heure, j'ai l'ambition de faire un bon restaurant tout court, pas étiqueté. Et c'est aussi que j'ai envie de fédérer. Et en fait, si tu mets déjà une étiquette, surtout sur quelque chose d'aussi patrimonial que la gastronomie en France, on va te dire, non, par essence, c'est pas bon. Ouais. Et ça, j'ai envie que tout le monde puisse rentrer dans le restaurant. Ou même moi, tu vois, je serais omnivore. Ça se trouve, je me dirais, ah non, mais c'est pour les végans s'il y a écrit vegan. Ouais. Oui, c'est pas pour moi. Ouais, c'est pas pour moi. Et moi, je veux casser ce c'est pas pour moi. Et je pense qu'il y a même ce truc de parfois des personnes qui se sentent un peu la culpabilité de se dire on va me juger si je. Tu vois mais tellement, je le vois même moi avec des gens que je rencontre à droite à gauche et ils me disent ah je mange de la viande mais pas trop et je leur dis mais vous inquiétez pas, vous avez pas un examen de conscience parce que moi j'ai des restos véganes et vous devez prouver que vous êtes plus royaliste que le roi, mais pas du tout. Moi c'est tellement pas mon approche et moi c'est faire un repas, peut-être vous en ferez un par semaine, peut-être un par mois, peut-être un par an, c'est déjà bien. Tu sais, je crois beaucoup au pouvoir aussi de la bonne action et pas du tout au jusque-boutisme ou à l'extrémisme qui voudrait dire si tu ne fais pas tout bien, tu sais, un peu comme sur plein de choses, tu sais, tu vas te dire ah si ma journée, je n'ai pas fait ci, ça, ma journée est ruinée et je suis pas la fille parfaite. De la même manière pour moi, de question qu'elle soit écologique, et là on parle précisément d'alimentation, vraiment chaque repas compte. Donc en fait, vous faites déjà un repas qui est végétal, vous avez eu un impact sur la planète. Bien sûr. Et c'est ça en fait qui compte, c'est de regarder ce qu'on fait de bien, c'est pas de regarder tout ce qu'on n'a pas fait. Mais oui, non, mais sinon t'avances pas. Et puis je crois profondément que la punition et le fait de se flageller n'est pas un moteur sain. Et on le sait, on a des études pour montrer que sur les enfants, ça ne fonctionne pas. Donc sur les adultes, je pense que ça ne fonctionne pas. Malheureusement, on a encore été très dans ce système du bâton et de la carotte, tu vois. Et d'une forme de punition, de regard extérieur qui viendrait juger nos actions, nos non-actions et se dire qu'on fait au mieux avec en plus. C'est ça qui est assez ce monde. Et là, on extrapole, mais je crois que c'est important. Mais les sujets d'écologie et même de militantisme en général, les gros de ce monde, sans partir dans un complotisme, pas du tout, mais je veux dire les gros industriels, etc., c'est-à-dire ces personnes qui ont une responsabilité certaine sur l'état de notre planète, ont réussi à individualiser la mobilité. Alors que ça ne peut pas être à titre individuel, parce que sinon tu tombes dans la culpabilité et le fait de se monter avec son voisin en disant mais regarde lui il a acheté ce téléphone qui est fabriqué à tel endroit, il porte tel vêtement, etc. Et on peut pas s'en sortir. C'est forcément une question de collectif et c'est ce que j'aime beaucoup dans aussi le nom de ton collectif, de Dément Collectif. En fait,
c'est quelque chose qui doit nous rapprocher et qui doit être fait ensemble, comme un mouvement. Ça ne peut pas être une responsabilité individuelle. Ça ne fonctionnera jamais. C'est-à-dire que c'est ce qu'on réussit à nous faire croire, tu vois, en disant ouais, parce que tu as augmenté d'1 degré ton chauffage en hiver, voilà, tu mets pas de pull, enfin, tu vois. Mais en fait, ça ne peut pas passer par là. Et c'est en faisant croire que c'est uniquement une responsabilité individuelle qu'on ne peut pas conversation globale et se parler les uns les autres, comme tu dis. Donc, en effet, chaque action compte et chaque action ensemble, comme un moment au restaurant. Je veux dire, regarde vers le soleil, quoi. C'est un peu ce que... Regardons ce qui nous élève, regardons notre part de lumière, regardons ce qui nous relie les uns aux autres et regardons ce qui est plus grand que nous. Et en effet, il n'y a rien de plus grand que nous que la valeur collective. C'est ça. Donc, invitez... toutes vos familles et vos potes au restaurant. Et c'est la meilleure action que vous pouvez faire parce que ça passe par le plaisir. Et je crois que vraiment, neurologiquement, ce serait intéressant de le réfléchir, mais je pense que ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus durable et positif quand c'est tout de suite associé au plaisir, en fait. Tu as le plaisir ancré en toi d'un bon moment, de quelque chose qui te fait du bien, voilà. Et on a besoin on a besoin de ça, je trouve. Quand tu dois prendre une décision pour tes business, là c'est vraiment, tu vois, dans ta vie de femme qui entreprend, c'est quoi ton processus décisionnel ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu fais un choix ou un autre ? Comment tu te poses la question ? Déjà, je suis très intuitive. Donc la première chose, c'est ce que je ressens à l'intérieur. Et en fait, je cherche à me mentir à moi-même et tu te dis, et tu tords l'idée, tu fais que nan. You know when. Tu vois, il y a ce côté-là. Après, évidemment, c'est des décisions qui impactent. Comme je te disais, moi, j'ai 60 employés. On doit sortir 200 000 € de salaire par mois. Donc, c'est pas non plus juste Alice avec sa petite intuition qui prend des décisions. Néanmoins, c'est très important déjà cette connexion initiale à une forme d'intuition. Je consulte beaucoup après. Et j'ai de la chance parce que j'ai des super collaborateurs, j'ai aussi des mentors autour de moi, enfin, sans en avoir le nom, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai quand même un maillage de personnes à qui je peux demander des conseils autour de moi, c'est quand même génial, qui sont de mon milieu, mais pas du tout de mon milieu. Et parfois, tu sais, les personnes qui sont les plus éloignées viennent avec vraiment des paroles de bon sens. J'évite comme toi, de parler à ma mère si c'est des décisions qui paraissent trop risquées. Ça sert à rien. Vraiment, je vais aller demander des conseils, pas pour qu'on me caresse dans le sens du poil, mais pour des personnes avoir le désir et l'appétit, en tout cas, et la notion de risque. Mais en tout cas, je consulte énormément et à la fin, pour n'en faire quand même qu'à ma tête. Donc, je reviens, tu vois, je suis en moi, je sors et je reviens. Mais fort de tout ça, souvent, ça enrichit une intuition de départ, venant la corroborer. Généralement, la nuance. Parce qu'on y revient toujours, l'art de la nuance, de l'équilibre. Une décision, c'est rarement tout noir, tout blanc. C'est souvent, ok, c'est noir, mais je vais apporter telle touche de couleur, telle touche de couleur pour que ça me semble... En tout cas, j'ai pas du tout un problème de rapport à la décision. Et aussi, même j'aime ça. Et c'est une part dans mon métier, de pouvoir prendre des décisions. Je comprends, oui, c'est aussi une garantie incarner la vision, en fait, pour moi. La prise de décision, c'est que... Complètement. Et je pense qu'aussi, il faut que tu sois bien avec cette décision-là, justement, cette connexion à l'intuition et avoir consulté autour pour toi, suffire à l'aise avec la décision que tu vas porter et pouvoir l'incarner. Parce qu'une fois que la décision est prise, c'est bien joli de dire il y a la décision. C'est comment tu l'incarnes auprès des autres, comment tu l'incarnes auprès des équipes, comment tu vas l'incarner auprès de tes clients, comment tu vas embarquer. Et puis surtout que tu sois OK avec le fait que tu as tellement la décision-là que même si ça échoue, qui n'a pas amené au résultat que tu avais escompté au départ, quand tu l'auras assumé au départ et tu sais pourquoi tu l'avais faite, je trouve que tu le vis beaucoup mieux. Et moi, j'en ai pris, tu vois, plein des mauvaises décisions. Et ça fait partie du process, quoi. Voilà, exactement, des étapes du parcours. Et donc, il ne faut pas non plus y mettre trop. J'ai trop d'attentes. Parce que je crois que c'est là aussi pourquoi parfois aussi certaines personnes sont indécises ou le processus de décision paraît compliqué. C'est qu'elles se disent qu'elle va être très compliquée à gérer parce que tu vas porter telle et telle conséquence. En fait, ça fait partie du process. Bien sûr. Et c'est l'anticipation du pire scénario, ça ne peut jamais t'amener du bon. Parce qu'en fait, tu ne pourras pas anticiper quelque chose à l'action près. Enfin, je veux dire, rien est immobile. Et c'est souvent le rapport à l'échec qui évolue en fonction de l'accumulation d'expériences et de décisions. C'est-à-dire que plus ça avance, plus t'es de prendre des décisions en te disant que quoi qu'il arrive, tu sauras gérer. J'ai une minute parce que c'est une petite digression là-dessus. Mais moi, je suis très attachée au mental qu'on acquiert dans le sport. Et moi, je lis aussi beaucoup de biographies de sportifs.
Et en fait, le mental, il faut arrêter avec les gens trop intelligents qui pensent aux conséquences et B, ça va amener à C, à D, à nanana. En fait, avoir du mental, c'est savoir rester concentré sur ses objectifs. Quand il y a eu une difficulté, c'est de la regarder en face. On ne va pas être dans le déni, mais de passer très vite à autre chose. Et les grands champions sont les savent très très bien rééquilibrer. Entre le moment où ils vont avoir, par exemple, le tennis raté un point, ok, ils vont être dans le prochain point. Ils ont regardé l'erreur, ok, on passe au... Et ce mental, rester focus sur l'objectif et sur les solutions et sur le positif dans les moments de chaos. Et moi, c'est un truc dont je m'appelle dans les mémoires assez régulièrement. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ça te permet de prendre recul, en fait, et de focus sur ce qui se passe. Parce que quand on est dedans, on a l'impression que c'est tout notre monde. Et en réalité, sur les du temps de procès de notre chemin, on se rend compte à quel point c'est un point dans l'histoire. Et ce qu'il n'en met. Tellement. Et je suis collaborateur avec cette phrase. Je leur dis, si en 3 mois, vous ne penserez plus, c'est que ça vaut pas le coup que vous mettiez la rate au courbouillon aujourd'hui. Ah oui, complètement. Dans 5 ans, à quoi tu nous as déjà dit que tu voulais incarner la restauration végétale d'aujourd'hui et de demain, j'imagine. Mais concrètement, 5 ans plus tard, où est-ce que tu aimerais te positionner ? Je pense que j'aurais ouvert encore 2 ou 3 établissements à Paris et j'aurais ouvert mon premier à l'étranger, ou je serais en passe d'ouvrir mon premier à l'étranger. Non, j'aurais déjà ouvert. T'as des pays déjà qui te tentent ? Mais non, mais je suis titillée, je sais pas. Et en plus, je te parle de mes contradictions intérieures. C'est qu'à titre personnel, ça fait 7 ans que j'avais arrêté l'avion. Là, je l'ai repris. Tu vois, il y a beaucoup compliqué parce que quand tu construis un modèle d'entreprise, tu dis je veux une entreprise très vertueuse. Est-ce que si ça repose toujours sur aller prendre l'avion, mais en même temps j'ai un fort impact si je fais ci, si je fais ça. Enfin, tu vois, c'est. Oui, mais la perfection, on y revient, tu vois ça. Tout ça doit être réfléchi, mais jamais que tu sois aligné avec ce que tu fais en conscience. En tout cas, c'est ça, en conscience. Que tu sois ok et en conscience et pas dans le je ne réfléchis pas. Et tu vois, d'aller à Londres ou d'aller à Bruxelles ou ailleurs en Europe. Après, vraiment, mon associé et moi, on adore les États-Unis. Et c'est un immense marché parce qu'en fait, c'est un continent. Donc, quand tu commences à ouvrir un pays, c'est une vraie... À chaque fois, sinon, tu as une législation différente. Quand tu commences à rentrer dans un pays-continent, et puis il y a le dynamisme, je suis... je comprends. C'est pas... Et j'adore cette idée qu'en fait... écrit et c'est notre liberté, tu vois. Rien ni personne ne peut nous le retirer. On peut porter, tu vois, des objectifs. Quand je sais que je vais être référent, je veux marquer les choses avec cette cuisine végétale. Comment ça va s'incarner, je sais pas encore. Et c'est ça qui est trop drôle. C'est clair, c'est trop bien.